tout le monde qui est au scandale quand on fait faire un petit peu de force à l'âge de 16 ans ou 17 ans. Il faut arrêter quand c'est maîtrisé, quand les choses sont réglées. On n'est pas des bourreaux, quoi, parce que parfois on peut être catalogué par des personnes. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il me fait lever des charges de fou, il est malade. Alors, bienvenue sur le podcast Upside Strength, votre ressource numéro 1 de fitness pour tout ce qui se passe en Suisse, où j'interviewe des coachs sportifs, des préparateurs physiques, des entraîneurs de clubs, des gérants de salles de fitness aussi. Aujourd'hui, on se trouve dans les vestiaires visiteurs du Servette FC avec Frédéric Dubrana. Frédéric est responsable de la réathlétisation pour tous les joueurs au Servette Football Club. Il est entraîneur principal du Servette Rugby Club également. Et il s'occupe aussi des blessures longue durée avec le hockey ici à Genève. Pas mal de casquettes pour toi, Frédéric. Merci d'être aujourd'hui avec nous sur cette interview. Merci beaucoup de vouloir un petit peu promouvoir notre profession. Voilà, écoute, ça me fait plaisir d'être là. Je sais que tu as entraîné mon frère notamment en Suisse A avec le rugby. Est-ce qu'on peut commencer par parler de ton parcours professionnel? Comment tu es arrivé à cette situation où, comme j'ai dit avant, tu portes pas mal de casquettes différentes, avec des clubs, des sports différents, avec des rôles différents. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours. Écoute, un parcours un petit peu atypique, hein, vu que j'ai joué au rugby pendant pas mal d'années dans le sud-ouest de la France. Ouais. J'ai travaillé, au départ je suis mécanicien auto, donc c'est pour ça que je vous parle de parcours atypique. Ouais. Donc je travaillais pas mal dans les communes parce que on avait du temps pour pouvoir un petit peu faire notre sport qui était le rugby. Ouais, ouais. Et puis après, il y a 10-12 ans de ça, je me suis lancé à fond dans l'entraînement et à ce moment-là, je suis venu dans la région. J'ai atterri à Thonon dans un premier temps, où Thonon, en contrepartie de l'entraînement, me finançait le diplôme d'entraîneur, donc le DE-GEPS. En contrepartie, je devais faire une année et on avait un objectif d'une montée, et puis on a fait... j'ai fait 2 années, on a fait 2 montées, donc la montée en Fédéral 3, la seule qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et donc c'était un super challenge et puis une belle réussite. Après, j'ai commencé à travailler en Suisse, dans le Valais. Mais pas du tout dans le milieu sportif. Milieu sportif, je le faisais à côté en fait. À ce moment-là, je donnais un petit peu, je faisais des interventions déjà au LUC. Vu que j'avais rencontré l'entraîneur du LUC qui était Didier Vasseur au cross-border à La Haye, donc avec les jeunes suisses, qui m'avait demandé si ça m'intéressait de venir faire 2-3 piges et puis donner une autre vision de ce que... Et puis à partir de là, j'ai commencé à rentrer dans le rugby suisse. Et puis tout simplement, après j'ai entraîné Hermans. J'ai aussi fait donc Suissa, où j'ai eu la chance de rencontrer ton frère. Et il y a 6 ans de ça, j'ai eu un accident sur une épaule qui a fait que j'ai dû arrêter ma profession. Et de là, j'ai eu une réinsertion et j'ai commencé à passer des diplômes de prépa physique. La prépa physique m'a toujours intéressé parce que j'ai eu énormément de blessures dans ma carrière, de grosses blessures. Parce que les prépas physiques, il n'y avait pas forcément tout ce qui est prévention, on ne faisait pas forcément, on était un petit peu, et même à un bon niveau, hein, je vous parle de la première division, de la Fédérale 1 ou du groupe B il y a quelques années, je n'avais pas eu cette chance-là. Et ça m'avait toujours titillé un petit peu au fond de moi de pouvoir essayer de donner ce que je n'avais pas pu avoir au niveau de la prévention, de la gestion. Et à partir de là, je me suis lancé, j'ai eu la chance d'avoir... c'était une reconversion dont l'AI était rentrée pour m'aider. Et je suis parti faire un diplôme européen de préparateur physique. J'avais déjà fait un petit peu aussi une partie chez Cometti à Dijon, sur la prépa physique aussi.
De là, j'ai également fait un certificat de management politique du sport. Et j'ai fait aussi un certificat d'entraîneur de la performance Suisse olympique, donc à Macolin. Avec tout ça, je devais faire un stage. Et ce stage, je l'ai fait au Servette FC, qui m'a accueilli il y a 5 ans de ça maintenant, et puis je ne suis jamais parti, quoi. Donc une super, un parcours atypique, mais avec une chance inouïe d'avoir pu intégrer un club comme Servette FC, et qui m'a ouvert les portes et qui, ma foi, maintenant m'aide aussi à vivre, quoi. Donc, voilà. Super. Donc on arrive au Servette Football Club, réathlétisation, c'est ta spécialisation, c'est ton job ici avec le club. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des blessures que tu vois le plus souvent dans le foot? Bon, il y a pas mal de blessures. Après, on essaye de minimiser. On a la chance de ne pas avoir de gros panel de joueurs blessés, parce que mes collègues et moi avons mis en place des protocoles pour éviter un petit peu la blessure. Mais la blessure fait partie aussi de la carrière du sportif. Donc forcément, on arrive à avoir des blessures sur des ischios, on peut avoir des blessures sur des adducteurs, on peut avoir des blessures sur des mollets, on peut aussi avoir des blessures sur les épaules en tombant, qui peuvent être aussi des blessures qu'on peut retrouver aussi au rugby, quoi. Donc j'ai envie de dire que c'est toutes des petites entorses, des entorses de cheville, des entorses de genoux. On peut aussi avoir rarement des labromes au niveau des hanches ou des chirurgies, mais au niveau des genoux. Après, c'est vrai que nous on essaye de faire le maximum pour éviter toutes ces choses-là, mais encore une fois, ça fait partie de la carrière du sportif. On ne peut pas tout maîtriser, même si maintenant on est dans des aspects où c'est qu'on veut essayer de tout maîtriser avec des datas. Alors oui, on peut se servir de toutes ces choses-là, mais bon, la nature est là, et puis on ne peut pas aller contre aussi la nature. Et donc, dans ces blessures au niveau du foot, je pense qu'il y a une grosse différence par rapport au rugby, mais la proportion de blessures sans contact et dues au contact dans les footballeurs, est-ce que tu as une petite idée de la répartition? Non, après ce que je peux dire, ce qu'on peut dire, c'est que l'aspect au niveau du foot, il y a de plus en plus de duels, donc on est forcément obligé de tenir compte de cette évolution, et forcément que les séances sont adaptées pour prévenir aussi à ce niveau-là, quoi. Donc on a beaucoup moins de blessures forcément sur le haut du corps au niveau du foot, on en a pratiquement pas, quoi. Par rapport à un joueur de rugby qui peut avoir facilement les épaules, les cervicales, des choses comme ça. À vrai dire, j'ai pas jamais vu de blessure au niveau des cervicales pour l'instant au niveau du foot. Et tant mieux. Tant mieux. Ça reste comme ça. Et tant mieux. Donc voilà, même s'il y a des duels, même si les joueurs sont quand même préparés, après c'est assez compliqué de comparer le joueur de foot qui est un joueur professionnel, qui s'entraîne tous les jours avec, du moins chez nous, un joueur de rugby qui lui est complètement amateur, qui s'entraîne 2 fois par semaine, mais en plus on essaye de lui mettre une séance de musculation pour aussi également prévenir. Nous, au niveau de l'entraînement rugby, on a fait aussi des protocoles avant l'entraînement pour déjà les sensibiliser, et puis c'est quelque chose que moi j'ai amené du foot aussi pour le rugby, et qui, ma foi, sur tout ce qui est membre inférieur, porte ses fruits, quoi. Et ça on peut le quantifier. Après, au rugby, les grosses blessures qu'on peut avoir actuellement, c'est quand même les commotions. Les commotions, on commence à avoir pas mal de commotions, et ça c'est quand même ennuyeux, quoi. Même si on essaye de travailler sur les aspects techniques pour essayer de plaquage, positionnement, toutes ces choses-là. En plus, il y a une évolution en France de la règle à ce niveau-là, où c'est que la ligne du plaquage est descendue, on n'a plus le droit de plaquer au-dessus du nombril. Donc réapprentissage du plaquage, plus de plaquage à deux, en simultané. Donc il y a eu un gros apprentissage à mettre en place. Tu penses que ça c'est bénéfique pour le rugby en général, le rugby français dans ce cas-là,
au niveau de l'adaptation des règles? C'est juste au niveau fédéral, au niveau fédéral 1, fédéral 1, fédéral 2, fédéral 3 ils ont lancé ça pour voir un petit peu ce qu'il en était. Qu'est-ce que tu en penses? Ce que j'en pense, c'est que à mon époque, on plaquait au niveau du nombril, on plaquait pas en rond. Et là, on fait machine arrière. À un moment donné, on s'était mis à plaquer ici. Après, on redescend. Moi, je pense qu'il faudra faire un bilan au bout d'une année, voir un petit peu les aspects positifs ou négatifs. Là, il y a déjà une enquête qui a été faite. Je vous dirais que je ne l'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus. Ce qui est sûr, c'est que nous, on essaye de prévenir, et puis on a quand même un staff médical autour de nous qui est vachement sensible par rapport à ça. Et heureusement d'ailleurs, parce que nous, à notre époque, c'était complètement différent. Et c'est vrai qu'on prenait des KO, ça n'avait pas forcément, c'était un petit coup de... Et puis le week-end après, on était sur le terrain, mais parce que c'était comme ça, et on ne prenait pas soin de se soigner. Maintenant, l'évolution médicale aussi, qui est assez près de nous, fait que de suite on arrête, les arbitres mettent des cartons bleus, donc ça veut dire que de toute façon le joueur ne pourra pas reprendre tant qu'il n'est pas examiné et réexaminé pour une validation. Et donc tu peux parler un petit peu de ça dans le cadre du rugby, l'évolution au niveau staff, de ce que toi tu as peut-être vu dans le passé quand tu étais entraîneur et ce que tu as maintenant ici à disposition au Servette. Alors moi c'est une chance inouïe, parce que et c'est une volonté aussi du club. En fait, moi je travaille avec, j'ai 4 adjoints. J'ai un adjoint avec moi sur l'équipe première et j'ai 2 autres adjoints sur l'équipe espoir réserve qu'on appelle, référent devant et référent des 3 quarts. D'accord. On a un préparateur physique, parce que moi je ne touche pas à la prépa physique avec le rugby. On a 2 team managers, un pour l'équipe première et un pour l'équipe espoir. On a une personne qui filme, une personne qui fait l'analyse vidéo, et qui après nous les envoie à nous, et puis moi je retravaille au niveau de l'analyse pour que les joueurs aient le mardi, ou le mardi en général, ils aient toutes les séquences déjà sur les touches, les lancements de jeu, les plaquages, ils ont tout qui est envoyé directement sur leur smartphone, puisqu'il faut se servir maintenant des outils à disposition. On a 4 physios avec 2 ostéos, on a un médecin référent, et voilà, et je trouve on a un staff à peu près de 13 à 14 personnes. Donc on essaye d'avancer, de donner aussi, d'offrir à nos joueurs des soins. Tous les mardis, les joueurs peuvent venir en soins. Là maintenant, on a même mis en place des protocoles de récupération le lundi sur les bains froids qui peuvent être faits à la Tour, qui est partenaire avec nous. Donc il y a quand même beaucoup de choses, beaucoup de services. Ils ont une salle de muscu ici, donc le mardi soir qui est pour eux. Ils arrivent aussi à avoir d'autres créneaux pour qu'ils puissent venir s'entraîner. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une offre assez importante. C'est pas toujours simple à gérer, parce que forcément, des fois il peut y avoir des collisions, mais on essaye tant bien que mal que tout le monde soit satisfait, quoi. Et je pense que pour un joueur amateur, avoir des soins au stade le mardi par des professionnels, je pense que c'est très très bien, quoi. Il y a le tri qui est fait le dimanche après les matchs, donc on sait déjà qui est blessé. Nous on a de suite les informations, pareil, parce qu'on a un groupe médical. Donc ça avance fort, quoi. C'est assez fort. Mais l'an dernier j'étais au Luc. Et au Luc, rugby suisse, le club universitaire, il y avait quelque chose qui était mis en place un petit peu pareil. Donc on avait un préparateur physique aussi, qui travaillait et sur la réathlée quand j'avais les joueurs blessés, et qui travaillait aussi pour la préparation, vu qu'en Suisse on fait presque 2 saisons en une, avec une longue trêve, voilà, au niveau des mois d'hiver. On avait aussi un médecin référent, on avait des soins qui étaient faits aussi à l'Uni, donc il y avait une offre aussi assez importante, quoi. Après, pas forcément tout le monde en profitait.
les étudiants, les personnes licenciées avaient accès à la salle de sport, à la salle de muscu. Ça faisait partie du panel qu'ils pouvaient avoir à disposition. Ils pouvaient avoir les bains froids aussi à disposition. Il y avait une multitude de choses. Et je trouve que le rugby suisse a vachement évolué par rapport à ça, au niveau structure, parce que même si je ne suis pas dans le giron, plus dans le giron rugby suisse, championnat suisse, j'ai quand même pas mal d'amis qui sont encore et qui sont entraîneurs de clubs suisses. Donc Patrice Philippe, Ben Fodo qui est sur Hermès, et puis Mario Bucciarelli qui est à Lausanne, et puis Ludo Pommier qui est au Luc, donc, et plein d'autres. Et je sais que ils travaillent fort là-dessus. Je pense que Nyon a été peut-être l'un des premiers avec aussi le Luc sur tout ce qui était aspect prépa physique, toutes ces choses-là, mises à disposition. En plus, ils ont un coach qui est aussi préparateur physique quelque part. Donc, tous ces aspects-là font que maintenant, tous les clubs, même en Suisse, je n'ai pas envie qu'on dise, parce que ça a toujours été un petit peu catalogué de petits championnats. On ne peut pas dire ça. On n'a pas le droit de dire ça tant qu'on n'y a pas participé déjà, parce que le niveau a augmenté, il y a des joueurs quand même qui sont performants. Aujourd'hui, vous voyez quand même l'équipe suisse, l'équipe d'Allemagne ce week-end. Il y a quand même des choses qui font que le capitaine de l'équipe suisse est quand même le capitaine si on bouge, ça revient de Nyon, donc Cyril. Je veux dire, on n'a pas le droit de cataloguer les choses, surtout quand on est à côté, qu'on ne met pas les mains dedans. Donc, voilà. Mais il y a une belle évolution et je trouve que cet aspect médical, cet aspect physique est primordial maintenant. Donc l'encadrement médical au niveau du club, au niveau des joueurs, tu penses que c'est un pilier essentiel pour le rugby si on veut faire évoluer le niveau, par exemple dans le rugby suisse? Oui, pour moi c'est essentiel. L'aspect physique est un aspect essentiel. Autant au niveau du maintien et de la réathlétisation, autant au niveau de la préparation physique. Tout à fait. Tout à fait, parce qu'on s'aperçoit que, pour rebondir un petit peu là-dessus, on s'aperçoit qu'aussi, il y a des joueurs, ils n'ont pas de base, ils ne savent pas quoi faire, ils vont à la salle de muscu, s'il n'y a pas de coach à côté, parce que c'est comme ça, ils prennent un abonnement, ils s'en vont dans une salle, s'il n'y a personne à côté qui les aide. Alors, je sais que maintenant, dans les fitness, il y a toujours un préparateur physique qui les accompagne sur des mouvements, au moins sur l'apprentissage, mais parfois, il y a des personnes, ils prennent l'abonnement, ils veulent faire comme ils ont envie, et puis les postures ne sont pas bonnes, les mouvements ne sont pas bons, il n'y a pas de base d'adaptation anatomique, il y a toutes ces choses-là qui ne sont pas prises en compte, et puis il arrive qu'à un moment donné, quand on travaille avec des charges, on peut avoir des blessures, des pépins comme on peut dire, et ça c'est un petit peu déplorable. Donc pour moi, il est vrai que l'aspect physique, l'aspect préparation physique, et pour la récupération, et pour la performance au début, pour l'entraînement, c'est primordial. On parle souvent aussi de préparation, mais on ne parle jamais de récupération. Ça fait partie aussi de notre travail, d'être capable de fournir à des joueurs des protocoles de récupération, des choses très très simples, c'est qu'on peut mettre en place des protocoles de réhydratation après le match, tu manges bien après le match, et puis bien, le lendemain, voilà, tout simplement. Et puis le lendemain, tu vas faire un petit peu de vélo pour pas faire d'impact, tu travailles un petit peu sur les foam rollers, sur tes chaînes musculaires, tu fais un petit peu de bain froid, si tu as la possibilité d'avoir des massages, tu fais des massages, même foam roller, ça vaut 17 balles ou 18 balles, on peut faire de l'automassage, un bain froid, on fait couler de l'eau dans une baignoire, on met quelques glaçons. Je veux dire, si on a envie de faire, on peut faire, on a le lac à côté, on peut se servir des éléments qu'on a aussi autour de nous, on a une chasse inouïe dans cette région, il faut se servir de ce qu'on a aussi autour. Pour rebondir un petit peu sur ce que tu as dit au niveau de l'importance de la prépa physique et on va dire de l'encadrement et au moins d'avoir une certaine structure à ce niveau-là par rapport au foot, pour des joueurs amateurs qui seraient intéressés à faire du travail supplémentaire qui ne font pas nécessairement sur le terrain avec leur équipe, qu'est-ce que tu leur conseilles au niveau de cette préparation physique pour qu'ils finissent pas chez toi, on va dire, à la réathlétisation à cause de blessures? Alors pour moi, déjà, l'essentiel, c'est qu'ils rencontrent des professionnels. Et surtout, éviter d'aller chercher sur
sur internet forcément des séances tout près, clés en main, qui sont souvent faites par des pros, quoi. Des personnes qui ont l'habitude de travailler et qui ne sont pas forcément adaptées à la personne qui veut faire. Au niveau connaissance. Au niveau connaissance, au niveau posture, Ouais. au niveau, on ne va pas faire une séance d'explosivité s'il n'y a pas eu une base qui a été faite avant, sur un travail d'adaptation anatomique, sur un travail de force, d'alliance de force, pour pas non plus squeezer tout le travail qui doit être fait en amont pour pouvoir être performant. Ouais. Enfin, c'est un petit peu la base quand on est dans le milieu. Ouais. Donc je pense qu'il faut vraiment travailler sur l'apprentissage au départ pour pas flinguer les joueurs, quoi. Et c'est des choses très simples, rien que des postures à avoir sur des mouvements, faire des choses en workout au début pour s'habituer. Lorsque quand je parle d'adaptation anatomique, c'est ça. Je veux dire, on voit des fois des personnes qui vont aller se mettre sur une barre de squat et ils ne savent pas faire un squat à vide. Les positionnements, ou alors ils vont descendre en squat profond, il n'y a rien eu de fait avant, le dos il part, il n'y a pas de gainage, les positionnements des pieds, des genoux, les regards. Toutes ces choses-là, on ne peut pas le savoir sur la vidéo, c'est pas forcément marqué. Donc je pense qu'il faut vraiment se retourner vers des professionnels qui donnent des outils et après qui peut aider et accompagner le joueur. C'est aussi notre rôle de professionnel. Lorsqu'on est dans ce milieu-là, on se doit de donner quelques outils aux personnes qui veulent travailler et surtout les amener à un apprentissage. Comme dans toute discipline, on passe souvent par un apprentissage avant d'être performant, quoi. Et dans ce cadre-là, est-ce que tu penses que c'est important d'introduire justement ces mouvements de base à un plus jeune âge? Parce que je pense qu'il y a encore un stigma assez important sur l'idée de lever des charges, etc. Mais au final, les jeunes, il faut juste les faire bouger correctement pour qu'ils aient ces bases, pour qu'ensuite, quand ils décident de faire plus, ils ne se blessent pas et ils le fassent correctement. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu... c'est un de mes profs qui m'avait dit ça. Tout le monde a peur de faire de la force, mais un bébé, un enfant, quand il se lève, qui commence à marcher, il fait quoi au début? Il met tout son poids de corps, il fait de la force au début. Donc je ne sais pas si on arrive si tu comprends bien ce que j'arrive à vouloir transmettre, mais bien sûr, on est déjà là-dessus. Alors forcément, sur des gamins, on ne va pas leur mettre de la force terrible avec des charges additionnelles, surtout pas ce qu'il faut faire. Sûr, mais par contre, on peut faire de l'apprentissage avec des élastiques, on peut faire de l'apprentissage avec des poids gérés, avec une dynamique qui est bien établie, parce que forcément, tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité lorsqu'on va travailler. Il faut tenir compte de la, comment on appelle ça, je cherche même, de la morphologie, du morphotype, du profil de l'athlète, son expérience aussi, de son expérience, de toutes ces choses-là. On ne va pas parler, c'est comme moi, je ne vais pas parler à un joueur qui a 300 matchs en première division ou qui a fait une Coupe du Monde. Je ne vais pas parler pareil, je ne vais pas aller sur les mêmes critères de réalisation que je vais demander à un jeune, même si un jeune, je vais le pousser pour qu'il arrive à ça. Mais au départ, lui il est là, le jeune il est là, au niveau de sa formation. L'objectif c'est que l'écart se resserre. Donc pour moi ces aspects-là sont importants. Après, tout le monde qui est au scandale quand on fait faire un petit peu de force à l'âge de 16 ans ou 17 ans, il faut arrêter quand c'est maîtrisé, quand les choses sont réglées. On n'est pas des bourreaux, quoi, parce que parfois on peut être catalogué par des personnes. Ouais, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Il me fait lever des charges de fou, il est malade. J'ai envie de dire que quand les choses sont maîtrisées, on doit tenir compte de la croissance de la personne, on doit tenir compte de toutes ces choses-là. Mais est-ce qu'avant, on passe les paliers au niveau des pics de croissance, est-ce qu'on valide ce qu'on doit valider et la vitesse? Je pense qu'on ne le fait pas.
On ne le fait pas. Alors, à un moment donné, il ne faut pas non plus tout mettre dans un sac et puis dire qu'on n'a pas le droit de faire. Est-ce que tout ce qui a été fait avant est fait? Si tout ce qui est fait avant est fait, tout ce qui devait être fait avant, c'est tout réglé, pas de problème. Il n'y a pas de problème pour moi. Surtout que cet âge-là, c'est presque la fenêtre idéale au niveau hormonal pour ces jeunes qui veulent se développer, tant que le travail en amont a été fait au niveau technique, postural, structurel pour pouvoir les restaurer. Bien sûr. C'est pour ça que je dis que dans la chronologie je cherche la chronologie du développement de la personne qui part de l'enfant à l'âge adulte, on a des paliers à valider. C'est quoi ces paliers importants alors? Il y a tout ce qui est vitesse, il y a tout ce qui est proprio, il y a tout ce qui est stabilité, tous ceux qui sont à valider sur un pic de croissance. Et est-ce qu'ils sont faits? Est-ce qu'ils sont faits? Tout ce qui est perception, tout ce qui est... il y a toutes les techniques qui doivent être faites, tous les critères physiques qui doivent être mis en place à un certain âge pour qu'on arrive à un moment donné à la fin où c'est qu'on a juste à jouer sur vraiment des postures, des positions et vraiment du petit réglage infime. Voilà. Pour toi, c'est quoi ces critères les plus importants justement au niveau du développement? Peut-être on parle des jeunes athlètes, ça fait large, mais entre 15 et 20 ans. Quelles sont les choses importantes qu'ils doivent valider pour tirer le plus du sport ensuite? Bon, moi déjà, je pense que vu l'époque qu'on vit, on a pas mal de travail à faire sur tout ce qui est muscle profond. Pour quelle raison? Déjà parce que la plupart des personnes, ils sont comme ça. Tout le temps comme ça, parce qu'ils ont une espèce de smartphone, ils sont tout le temps en train de... Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on travaille sur tout ce qui est postural, tout ce qui est gainage profond, muscle profond. Et déjà, on peut commencer à avoir une bonne stabilité. Il serait pour moi vraiment fou de faire des squats à une personne, je parle d'un squat, un autre mouvement, si la personne est incapable de faire des postures de gainage propres. Et je parle de gainage simple, ou de gainage au TRX simple aussi, en tirage, juste en état stable. On ne parle pas de gainage dynamique qui vient après, mais contrôle du bassin, contrôle de la cage thoracique, toutes ces choses-là. Si au niveau de la ceinture abdominale, on est un petit peu un chewing-gum, c'est pas possible. On sait très bien que tout part de là, et que si là on n'est pas blindé, on ne sera pas vite, on ne sera pas fort. On aura des changements d'appui qui ne ressembleront pas à des changements d'appui. Plus de chances de blessure aussi. Plus de chances de blessure. Et si là on n'est pas blindé, si au niveau des muscles profonds on n'est pas fort, on peut pas, on n'a pas de base là. Donc là il faut repartir du départ et du début. Et je pense que la constitution, le travail qui doit être fait au niveau gainage, abdos, doit être fait, quoi. Et pour moi est primordial. Et ça, c'est autant au foot qu'au rugby, hein. Je veux dire, tu parles de tous les sports. Moi, je pense que c'est au niveau de tous les sports. Si vous allez faire du tir à l'arc, si lorsque vous tirez, vous n'êtes pas gainé, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas capable de faire de la proprio, c'est juste pas possible. Si vous n'êtes pas capable de faire un gainage dynamique avec un élastique qui simule une tension, c'est pas possible. Donc ça, c'était pour la partie vraiment préparation physique. Et si on repart sur le rugby un petit peu, tu peux parler de la structure d'entraînement de... Alors, actuellement, on est en Fédéral 3, donc un championnat français. On s'entraîne 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. D'accord. Match le dimanche? Match le dimanche. Exceptionnellement, on peut jouer le samedi, mais c'est exceptionnel. En général, c'est le dimanche. Donc nous, on fonctionne, c'est très simple. On a à 7h15, 19h15, pardon, on attaque. Donc jusqu'à la mi-saison, on a fait 19h15, 19h30, que du travail de prophylaxie. D'accord. Que du travail de prophylaxie sur les membres inférieurs, membres supérieurs, que ça. À 19h30, cœur de l'entraînement, on attaque. D'accord. Direct. Et on finit à 21h. Le vendredi,
même chose, toujours la même structure, on finit un peu plus tôt. L'entraînement du vendredi est davantage basé sur la mise en place et un travail de vitesse, davantage, neuromusculaire. Ouais. Le mercredi, on est plus sur le volume, sur le travail un petit peu de force avec des petits appuis, on joue sur la largeur du terrain, la longueur du terrain pour avoir un petit peu tous les aspects qu'on attend au niveau rugby, quoi. Voilà un petit peu notre structure d'entraînement avec tout ce que vous connaissez, du collectif total, du collectif réduit, du collectif de ligne, et puis le collectif total, on n'invente rien, le rugby ça fait un petit moment qu'il est inventé, on va pas le réinventer nous, on n'a pas cette prétention-là. Après, le dimanche, c'est très simple, quand le match est à 15h, moi je souhaite que les joueurs qui ont les straps, les bandages à faire, ça soit validé à 13h30. Donc de 13h à 13h30, ils ont leur strap à faire. À 13h30, on a un petit briefing, 10 minutes, dernière consigne. On sait que là, on se rapproche du match, il n'y a plus grand chose qui peut rentrer. On n'est plus sur les derniers petits réglages, on est un petit peu sur de l'affectif, plus sur positif par rapport à ce qu'on attend, amener quelques dernières consignes. Et après, moi je suis assez. C'est vrai que j'aime bien que les joueurs se préparent un petit peu seuls. Donc après, à partir de 14h, 14h05, ils vont dans le vestiaire, ils se préparent. À 14h30, entre 30 et 32, ils sortent. Donc dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe? Ils ont à disposition à la maison des foam rollers, des élastiques, pour commencer à travailler tout ce qui est ischio, fessier, élastique, membre inférieur, mobilité d'épaule, toutes ces choses-là. Après, on va sur le pré, on fait 25 minutes d'échauffement, un grand maximum. 25 minutes d'échauffement, on rentre, on se met la tenue, puis on sort. Voilà un petit peu notre chronologie d'entraînement et de match. Une fois le match fini, on a le physio qui est là, on fait le tri par rapport aux joueurs qui sont blessés. Le soir, on a un groupe médical où on a toutes les informations des joueurs qui ont quelques petits soucis. Donc on sait à peu près sur qui on peut compter ou pas compter déjà la semaine d'entraînement. Et puis voilà, après on repart sur des cycles comme ça. Et souvent quand on a fini une sorte de 4 matchs, un bloc de 4 matchs, pardon. Cette semaine, on va avoir une semaine un peu particulière où on va s'entraîner ici. Donc entraînement plus salle, où c'est qu'on va faire entraînement, c'est bien grand mot, ça va changer aussi. On va les sortir du terrain pour aussi l'aspect régénération, où là on va avoir un petit peu de vélo, on va décharger sur tout ce qui est impact, un petit peu de gainage, il va avoir un petit peu de proprio avec le physio, il va avoir un petit peu de muscu, un circuit d'endurance de force léger, bain froid, et puis c'est terminé. L'importance de cette régénération autant physique que mentale, parce que c'est important aussi de changer l'environnement de temps en temps quand tu es vraiment dedans pendant, comme tu as dit, 4 matchs, 4 semaines non-stop. Sortir un petit peu du cadre, ça peut faire du bien à tout le monde. Oui, c'est exactement ça. Après, c'est aussi l'expérience qui fait que moi je suis assez sur ces choses-là, les sortir un petit peu du cadre pour qu'ils se régénèrent. Et puis même une fois qu'on a fini, mercredi soir, je leur laisse le week-end complet pour que vraiment ils passent à autre chose, parce qu'après on va avoir deux autres blocs où là il nous reste 5 matchs. Et après, si tout va bien, on fera les phases finales, et après les phases finales on verra ce qui se présentera. Mais pour l'instant, il nous reste 5 matchs. On va faire ces 5 matchs, on verra ce qui va se passer. Et puis c'est tout. On va pas présager des choses. On va continuer ce qu'on a attaqué. Et puis ma foi, après on verra. On comptera les points à l'arrivée. C'est tout.
Tu as parlé au départ que vous avez une personne qui fait la vidéo et une personne qui analyse derrière pour le rugby. Est-ce que tu peux parler un petit peu de l'importance de l'analyse vidéo pour le rugby en tant que sport et ce que ça apporte aux joueurs et à l'équipe aussi? Alors, pour nous, pour moi, l'outil vidéo, c'est un outil primordial. Parce qu'on peut voir un petit peu la dynamique de l'équipe, on peut voir les placements, on peut voir les préactions, on peut voir tout ce qui se passe. Et on peut aussi avoir des zooms sur des phases tactiques, sur des phases de conquête, sur des phases un petit peu où là on a besoin d'aller chercher quelques informations sur des déplacements, sur la touche tout simplement, hein, sur les synchros, sur les lifts, sur les sauts, sur la stratégie qui a été mise en place, bonne, pas bonne. Donc pour moi c'est vachement important. Ce qu'on essaye de faire aussi, c'est que les joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, l'analyste vidéo nous découpe déjà quelques aspects que nous on a demandé à voir. Et puis on a aussi des données, des plaquages, combien de nombre de plaquages, combien de fautes, combien de touches gagnées, combien de touches perdues. On a toutes ces choses-là. Les chiffres parlent. Alors c'est un outil qui peut nous servir à un moment donné de support, mais c'est aussi un outil qui peut nous servir aussi. Là, tu n'étais pas là. D'accord? Donc parce qu'il y a toujours des oui mais. Ça arrive dans tous les sports. Et pas qu'ici, c'est dans tous les sports. Que là, lorsqu'on a un outil visuel, il n'y a plus de discussion. Il n'y a pas de discussion. Et moi, on n'a pas forcément le temps de le faire, mais j'adore faire la correction par vidéo. C'est être capable de filmer une situation, montrer la situation, refaire la situation, et c'est réglé. Ça donne le feedback instantané plutôt que de devoir... C'est une régulation qui se fait et le joueur, ils sont capables de réguler tout seul. On n'a même pas besoin de rentrer en discussion. Les joueurs sont... Et pour moi, c'est un mécanisme qui au niveau joueur, au niveau sportif, c'est juste exceptionnel parce que ça l'oblige à réfléchir et à corriger tout seul, sans que nous on intervienne. Ça enlève le côté émotionnel de le coach il m'a dit j'ai pas fait ça mais en fait je croyais que je l'avais fait. Exactement. Et au final quand on regarde la vidéo le joueur il a pas rien à dire. Et là j'ai même envie de dire c'est lui qui l'a fait, c'est lui qui l'a corrigé, il l'a enregistré, c'est fini. Voilà. C'est rentré, on n'en parle plus quoi. Donc pour moi c'est des outils, outils essentiels. On a la chance de pouvoir avoir donc la personne qui fait l'analyse vidéo, c'est quelqu'un qui est du rugby, qui connaît, c'est un ami aussi. Il sait ce que nous on recherche, donc tout va bien quoi. Tout va bien et comme je vous ai dit, nous on essaye d'avoir que les joueurs aient rapidement leur touche. En début de saison, j'arrivais même à le faire dans le bus, ils avaient leur touche sur le smartphone une heure après le match. J'avais déjà découpé sur une movie parce que c'est moi qui le faisais au départ. Donc, voilà, pour moi, comme je répète, c'est très très important d'avoir la vidéo avec nous, très très important. Tu penses que dans un contexte par exemple comme dans le championnat suisse, c'est quelque chose qui pourrait aider à faire monter le niveau aussi? Écoute, nous à Lausanne on faisait filmer tous les matchs, je pensais qu'à Nyon ils font filmer tous les matchs. On n'y est pas encore. Ah bon, je croyais qu'elle le faisait Patrice, mais nous on faisait filmer tous les matchs. Alors, effectivement, c'est pas les mêmes moyens. On travaillait dessus, on a fait des analyses aussi quand j'étais au LUC. Mais les joueurs sont hyper demandeurs. Hyper demandeurs. Après, si ce n'est juste fournir la vidéo aux joueurs pour qu'ils puissent regarder leur match. Exactement. Et eux, même si eux ils arrivent à tirer une ou deux conclusions, un ou deux points d'amélioration potentielle pour eux-mêmes, c'est gagné quoi. Mais c'est ça, il y avait une chaîne YouTube qui était pour eux et puis la vidéo était dessus, ils regardaient les matchs et ça leur amenait, et il y avait de la discussion, donc, et ça c'est super. Moi, nous ici à Servette, les joueurs, un jour après ou 2 jours après le match,
ils ont le match en intégralité sur une chaîne qu'ils peuvent aller visualiser. Quoi. Et après, ça entame des discussions entre eux. Ouais. Donc c'est aussi cette synergie qui se crée. Et c'est super intéressant. Quoi, parce qu'il y a cet échange qui est là. Il y a, peut-être on aurait dû faire ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a toujours de la discussion, il y a de l'interaction. Ça, c'est top, quoi. Dans un groupe, c'est ce qui fait vivre aussi le groupe. Hein. Ouais. Il faut pas se cacher, hein. C'est ce qui fait vivre le groupe. Après, le joueur ne se rend pas forcément compte, mais et à juste titre, hein, la masse de travail que ça demande. La vidéo, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ouais. Ah ouais, parce que là, moi je me suis mis, pour pas faire de publicité, en plus de l'analyse vidéo, je me suis mis un petit Darfish, et où c'est que je peux séquencer, faire des flèches, mais on rentre après, on met le doigt dedans et puis on se fait aspirer, quoi. On n'arrête jamais, quoi. Et c'est vrai que, mais c'est passionnant, passionnant. Après, il peut y avoir un autre niveau, des corrélations avec les GPS, on peut voir tous les systèmes maintenant, où c'est qu'on a les caméras en haut qui bougent, où c'est qu'on peut voir les déplacements, nous avec des GPS on est capable de voir les zones où c'est que le joueur se trouve le plus souvent. Mais bon, là c'est encore un autre niveau, d'autres moyens, c'est d'autres moyens, une autre structure, pardon, mais plus sur du domaine professionnel. Donc là, c'est pas pour nous encore. Voilà. Du moins au rugby, au rugby c'est pas pour nous. On l'espère peut-être bientôt. Ouais, ça voudrait dire qu'on est monté très très haut. Faut continuer à grimper, quoi. Ouais, on va y aller tranquille. On va pas s'affoler. Voilà. Donc au-delà de tu as parlé de l'importance de l'aspect médical, du support médical au niveau du club, au niveau du rugby. L'importance de la vidéo, pour toi, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui pourraient aider dans le contexte du championnat suisse à faire monter le niveau général ? Je pense que maintenant, il y a beaucoup d'entraîneurs qui sont formés. Parce que nous, on en va passer à Macolin, puisque je suis aussi expert jeunesse et sport à Macolin. Il y a beaucoup de joueurs, d'entraîneurs qui viennent se faire former, et ça, c'est quand même essentiel. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. Bien se former. Et si on veut être performant, de toute façon, il faut toujours se former. Il faut toujours se former parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent. Et dès qu'on manque quelque chose, hop, il faut vite reprendre parce que. Parce que quand le train passe, il est passé, quoi. Et donc il faut attendre l'autre pour prendre le wagon. Donc j'ai envie de dire qu'à un moment donné, il faut toujours se former. Et je pense qu'au niveau rugby suisse, ça a bien évolué. Ça a bien évolué. Et que les championnats sont quand même assez intéressants. Il y a quand même maintenant on voit qu'il y a quand même des scores qui sont quand même assez serrés. Il n'y a pas un leader qui écrase tout le monde. Et ça, c'est juste top, quoi. Chaque week-end, tu sais que ça va être intéressant. C'est ça c'est super intéressant. Après, il y a l'appui de nouveaux joueurs aussi qui arrivent. Il y a des entraîneurs qui viennent d'autres horizons, qui peuvent amener leurs pattes. Après, aussi, moi j'ai envie de dire, on est en Suisse, on s'adapte aussi à l'endroit où on est. Voilà. On ne va pas tout révolutionner, c'est pas parce qu'on arrive qu'on est français ou qu'on est anglais et qu'on a la science du rugby, de tout savoir, quoi, parce que c'est aussi ce qui peut se passer. Et il peut y avoir des entraîneurs d'autres régions ou des entraîneurs tout simplement suisses qui en connaissent autant que nous. Donc je pense qu'il faut quand même être un petit peu mesuré. Il faut quand même être un petit peu mesuré. Et l'échange pour moi est plus important parce que dans ces formations, je peux vous parler des formations qui se passent, les formations sont extra. Mais qu'est-ce qui est au-delà de la formation le plus important? C'est quand même l'échange entre les stagiaires, entre les personnes qui sont là. Souvent, j'ai envie de dire, on s'arrive. Moi personnellement, toutes les formations que j'ai faites, j'ai appris peut-être 2 fois plus avec les gens autour, sur l'échange, sur le fait qu'ils viennent de notre sport.
peut-être je peux m'en servir pour le mien parce qu'il y a un aspect. Moi j'ai eu la chance de faire quand j'ai fait mon diplôme européen de préparateur physique, j'ai eu la chance d'être avec des gens qui ont fait du ski à très haut niveau. Mais on a pu échanger sur des aspects qui m'aident à moi aussi au niveau du rugby, quoi. Donc il y a toujours des choses. J'ai envie de dire, il ne faut pas être cloisonné. Et sur l'entraînement, c'est la même chose. On peut aller chercher des choses. Il y a un entraîneur pour nous amener des trucs qu'on n'a pas forcément pensé et vice-versa. Et l'échange est super important. La vision du rugby n'est pas forcément la même pour tout le monde. Tout simplement. Dernière question. Si tu avais un conseil à donner à des joueurs de rugby amateurs en Suisse qui veulent jouer un peu au niveau ou qui veulent jouer en équipe nationale, quels sont les points importants auxquels ils doivent penser et continuer de travailler pour... Bref, alors, des conseils, moi j'aime pas forcément donner de conseils parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. J'ai pas forcément envie de ça. Moi je crois que la première des choses, c'est comme on a dit, et c'est un petit peu le cœur de ce qu'on a dit, c'est vraiment travailler sur l'aspect sécuritaire, l'aspect physique. Ça c'est la première des choses, la plus importante. Parce que vous pouvez être un très bon joueur de rugby si vous n'avez pas de base au niveau physique. Ce serait moyen. Bien écouter les entraîneurs, ce qu'ils disent. Si vous n'êtes pas d'accord avec, vous pouvez échanger avec lui, il n'y a pas de problème. Tout le monde peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Le coach peut se tromper. Il n'y a pas de problème. Après, il faut juste essayer de rectifier. Et puis, le conseil qu'on peut donner, c'est surtout pas vouloir faire quelque chose pour faire. Quand je dis ça, c'est j'ai vu cet atelier là, je pourrais faire cet atelier. Mais pourquoi tu fais cet atelier? Dans quel but tu fais cet atelier? Qu'est-ce qui va t'emmener? Est-ce que tu es capable de faire cet atelier? Il y a 4 niveaux de joueurs. Je me situe dans quel niveau? D'accord? Si je suis un joueur de niveau 1 et que je fais un atelier d'un joueur numéro 4, c'est impossible. Donc, il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Il y a un process à suivre et on ne peut pas le squeezer, quoi. À moins qu'on ait la fée qui se soit penchée sur notre berceau. Mais j'ai même envie de dire, le geste technique qui s'apprend, c'est de la répétition de gestes, c'est prendre un ballon, si on joue talonneur, prendre un ballon et puis se mettre avec un ballon puis d'un poteau, et puis je lance. Puis si ça doit prendre 1 heure, ça prend 1 heure, si ça doit prendre 2 heures, ça prend 2 heures. Dire des exemples simples, vous lisez le livre de Johnny Wilkinson, vous allez vite comprendre combien de temps il passait à taper. Combien de temps il passait à taper, quelle était sa démarche mentale, préparation mentale, parce qu'on n'en a pas parlé, mais l'aspect mental, il est primordial aussi. Nous, on est en train, on a une offre qui vient de s'offrir à nous, de s'ouvrir à nous. On sait qu'on va faire une certification sur la préparation mentale pour nous aider à nous, mais pour aider nos athlètes. Donc, et ça, c'est en train de se mettre en route au sein de la structure où je suis actuellement. Donc, toutes ces choses-là, on n'en parle pas, mais la répétition de gestes, de la préparation mentale. On va pas faire un match de rugby comme si on allait acheter une baguette de pain. Il y a souvent... j'ai envie de dire, les anglo-saxons qui sont capables de se préparer en 2 minutes 30, ils mettent le maillot, ils sont prêts. Nous, souvent, moi je suis un latin, et c'est vrai qu'il me fallait un peu plus de temps pour me préparer, parce que déjà par rapport au poste auquel j'évoluais, moi j'ai envie de dire, lorsqu'on veut être un athlète, il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas négliger. On n'a pas parlé de nourriture, mais on pourrait parler de nourriture, on pourrait parler de boissons, on pourrait parler de fumée, on pourrait parler de toute cette hygiène de vie globale qui doit être respectée. Qui fait la base de santé, qui nous permet ensuite de performer. On ne l'a pas évoqué, mais
On peut faire toute la préparation physique qu'on veut, tout le travail de prophylaxie qu'on veut. On peut mettre en place des séances de fou, on peut calibrer, on peut faire... Mais si à côté, pas la base. On est dégueulasse pardon, quand on mange, qu'on boit, qu'on fume, qu'on ne respecte pas son hygiène de vie, qu'on ne respecte pas tout simplement son corps. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Son corps et son esprit, c'est tout simplement ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Et tous les entraînements que vous voulez, à un moment donné, ça peut marcher sur un laps de temps. Ça peut, sur un laps de temps, mais sur le long terme, ça ne durera pas. Donc toutes ces choses-là, je pense qu'il faut les mettre les unes après à côté des autres, qui servent de notre base, et puis après on peut construire. Mais si on n'a pas tout ça, on n'y arrivera pas. C'est utopique de croire qu'on peut devenir un sportif de haut niveau en claquant des doigts. Moi, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. J'ai pas une très grosse expérience, mais j'en ai quand même une certaine. J'ai jamais vu qu'on pouvait être un sportif de haut niveau comme ça. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des critères à respecter, il y a des choses à respecter. Si on ne les respecte pas, ma foi, on restera sur le quai de la gare. Tout simplement. Merci Fred. Voilà.